En 2003, après de nombreuses années d'études acharnées, j'ai réussi l'examen du barreau de Californie à l'âge de 26 ans. L'examen était incroyablement difficile. Un marathon éprouvant de plusieurs mois remplis de stress, de doutes et de nuits blanches passées à réviser, qui ressemblaient parfois davantage à un test d'endurance et de volonté qu'à une évaluation de mes connaissances juridiques accumulées. Je menais à peine une vie sociale, passant d'innombrables nuits tardives à étudier la jurisprudence, les lois et les questions pratiques. J'avais tout donné dans ces sessions d'études. Alors, quand j'ai appris que j'avais réussi, ce fut un moment de joie pure et absolue. Les jours suivants ont ressemblé à une immense fête. Je devais encore faire une demande pour rejoindre l'Ordre des avocats de Californie, mais comparé à l'examen, ce serait un processus relativement simple. Après tout le travail accompli, je me suis dit que je méritais bien une petite célébration. J'ai organisé des retrouvailles avec ma famille et mes amis, bu beaucoup de champagne raffiné dans des restaurants très chics et rattrapé environ 9 mois de privation de sommeil. C'était l'un des plus grands moments de toute ma vie, mais il fut rapidement suivi de l'un des pires. À peine plus d'une semaine après avoir réussi le barreau, j'étais censé retrouver ma mère pour déjeuner. Nous formions une famille monoparentale depuis que mon père était décédé lorsque j'étais adolescent, et mon petit frère, qui vivait encore chez elle, devait se joindre à nous ce jour-là. Ni l'un ni l'autre n'avait pour habitude d'être en retard sans raison valable. Alors j'ai essayé d'appeler leurs portables respectifs. Quand aucun des deux n'a répondu, j'ai ressenti cette sensation oppressante que quelque chose n'allait pas. Je me souviens m'être excusé auprès de la serveuse avant de quitter le restaurant. Puis, juste au moment où j'atteignais ma voiture, mon frère m'a appelé pour m'annoncer la pire nouvelle que j'ai jamais reçue. Il s'apprêtait à venir me retrouver lorsque maman s'est soudainement effondrée. Mon frère avait appelé les secours. L'ambulance était arrivée en quelques minutes, et elle avait été emmenée en urgence à l'hôpital pour être opérée. Mais malheureusement, et j'ai senti le cœur de mon frère se briser, alors qu'il s'obligeait à me le dire. Maman n'avait pas survécu. Nous avons appris plus tard qu'il s'agissait d'un anévrisme cérébral catastrophique, l'un des pires que les médecins aient jamais vus. Le seul réconfort que nous avons trouvé, c'est qu'elle est morte très rapidement et qu'elle n'a pas trop souffert. Cette nouvelle nous a anéantis. Mon frère et moi avions du mal à tenir debout. Ce sont notre grand-père et une tante paternelle qui ont dû organiser les funérailles de maman et s'occuper de la succession. Je suis passé de trinquer au champagne, à boire de la vodka bon marché, pour repousser la lucidité. Et lorsque j'ai enfin reposé la bouteille, la sobriété m'a plongé dans une sorte de crise existentielle. Un instant plus tôt, je baignais dans la réussite, me sentant comme si j'avais conquis le monde. Puis la vie m'a rappelé brutalement à quel point je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit. J'avais passé des années à courir après le barreau. C'était devenu une partie de mon identité. Mais à quoi bon tout ce travail, si la vie pouvait tout m'enlever d'un coup? C'était terriblement ironique. J'avais sué sang et eau pour réussir cet examen, et maintenant que c'était fait, je ne savais même plus si je le voulais vraiment. Je ne savais pas comment concilier ce triomphe avec la réalité écrasante que la personne avec qui je voulais le plus partager cela n'était plus là. Ce qui rendait cette période encore plus difficile, c'est que personne dans mon entourage juridique n'avait été mis au courant du décès de maman. Je vivais le chagrin le plus profond de toute ma vie, et je recevais des messages de félicitations de la part d'amis et de mentors, certains me proposant même de fêter ça ensemble. Je n'avais même pas envie de sortir du lit, encore moins de célébrer quoi que ce soit. Et même si je me sentais affreusement ingrat de penser cela, à ce moment-là, leurs louanges et compliments me semblaient presque dénués de sens. J'étais clairement dans une période très sombre, mais j'avais assez de lucidité pour comprendre que si je ne faisais rien, si je ne quittais pas la ville et ses méthodes malsaines de gestion du deuil, j'allais droit vers la catastrophe. J'avais besoin de m'éloigner, de me retrouver seul avec mes pensées, quelque part où je pourrais tout assimiler à mon propre rythme. Après un peu de recherche intérieure et une brève recherche en ligne, j'ai trouvé ce que je croyais être la solution. Dans de nombreux parcs nationaux américains, perdus en pleine nature,
Il existe de vieilles grandes structures appelées Fire Towers, tours de guet incendie. Il ne s'agissait pas toujours de tours. Certaines de ces structures étaient simplement des cabanes d'un seul étage, placées stratégiquement, mais elles étaient toutes situées en hauteur, assez pour surveiller les alentours. Elles étaient occupées de manière saisonnière par des employés de longue durée du Forest Service, appelés les guetteurs d'incendie, Fire Lookout. Leur travail consistait à surveiller les incendies de forêt, les éclairs et d'autres risques d'incendie depuis leur poste d'observation. Ils passaient de longues heures à scruter le paysage à la recherche de fumée ou de flammes, utilisant des jumelles et des cartes pour localiser les départs de feu. Lorsqu'ils repéraient quelque chose, ils le rapportaient au répartiteur en indiquant des détails comme les coordonnées et les conditions météorologiques, et ces derniers guidaient ensuite les pompiers vers la fumée et les flammes. D'après ce que j'ai lu, c'était un travail solitaire qui exigeait beaucoup de concentration et de patience. Les conditions de vie semblaient plutôt spartiates, si tu vois ce que je veux dire. Mais ceux qui avaient assez de détermination pour se porter volontaires rendaient un service précieux à la fois à l'environnement et à leurs concitoyens. Et à partir du moment où j'ai lu cela pour la première fois, j'ai été captivé. Je ne pouvais pas imaginer meilleure façon de passer l'été que dans un poste isolé, perdu dans la grande nature sauvage américaine, entouré de rien d'autre que de feuilles vertes, de ciel bleu et de la tranquillité sauvage de la nature. Je m'imaginais dans l'une de ces tours reculées, observant la ligne d'horizon à la recherche de fumée, avec pour seul compagnon un carnet de notes et une radio. Cela me semblait être un moyen d'évasion, peut-être même une façon de trouver un peu de paix au milieu du chaos de mon deuil. Mais obtenir ce travail n'était pas aussi simple que de faire ses valises et partir dans les bois. Les postes de guetteurs d'incendie, surtout dans un endroit comme l'Oregon, avec ses vastes forêts et son histoire marquée par les feux de forêt, étaient étonnamment difficiles à décrocher. D'abord, j'ai dû faire des recherches pour savoir où postuler. Après avoir fouillé parmi des annonces déjà expirées, j'ai trouvé une offre pour un poste d'été dans la forêt nationale d'Umatilla, au nord-est de l'Oregon. Le processus était relativement simple, mais le Forest Service attendait un haut niveau de ses candidats. J'ai dû soumettre un CV et une lettre de motivation, tous deux adaptés pour démontrer que je pouvais gérer à la fois l'isolement et la responsabilité. Mon parcours juridique ne s'appliquait pas directement, mais j'ai mis en avant ma capacité à travailler de manière autonome, souligné mon attention aux détails développés grâce à mes recherches juridiques, et je les ai rassurés. Je n'étais pas fou. J'ai également dû prouver que j'étais en forme physiquement, car certaines tours exigeaient d'apporter soi-même les provisions en randonnant, ou de gérer de petites tâches d'entretien. J'ai dû obtenir une certification de premier secours de base, que j'ai réussi à intégrer dans un cours le temps d'un week-end. J'ai aussi été soumis à une vérification de mes antécédents, et j'ai dû compléter des modules en ligne sur la détection des incendies de forêt et les protocoles de communication radio. Le Forest Service cherchait des personnes capables de repérer une colonne de fumée à plusieurs kilomètres, d'en faire un signalement précis et de rester calme sous pression. Alors j'ai étudié des cartes de la région, appris les bases de la topographie et révisé l'utilisation du Firefinder, un outil que les guetteurs utilisent pour déterminer l'emplacement exact d'un feu. Il y a eu aussi un entretien téléphonique, au cours duquel on m'a bombardé de questions. Comment je gérerais mes semaines de solitude, la faible couverture réseau et même la possibilité de croiser un ours? Je leur ai répondu que j'avais autant besoin de cette solitude qu'eux avaient besoin de quelqu'un de fiable. Puis, après quelques semaines d'attente angoissante, j'ai reçu l'appel. J'étais accepté. Ils m'ont assigné à une tour pour l'été, à partir du mois de juin, et m'ont envoyé une enveloppe avec des informations sur la manière de s'y rendre, ce qu'il fallait emporter, et un avertissement très ferme concernant l'absence d'eau courante ou d'électricité. C'était rude, mais je suppose que c'était justement ça le but. Je voulais revenir à l'essentiel, m'asseoir avec mes pensées et mon chagrin, et peut-être trouver un moyen de faire la paix avec tout ça. Le trajet jusqu'à la tour de guet de Table Rock fut une aventure en soi. Alors que je m'enfonçais dans le cœur
Sauvage du nord-est de l'Oregon, en partant de Dayton, j'ai emprunté la route North Twee. La route montait régulièrement, flanquée de collines vertes ondulantes de chaque côté, alors que je traversais les Blue Mountains. L'air se rafraîchissait au fur et à mesure que l'altitude augmentait, et le paysage s'ouvrait sur une vue panoramique qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Lorsque je suis arrivé, j'ai garé ma voiture au pied de la tour de guet. C'était une structure assez carrée, perchée sur une base en béton d'environ 3 mètres, construite à l'origine en 1949, puis rénové dans les années 80 avec des volets métalliques et un revêtement résistant aux intempéries. J'ai aperçu le garde forestier que j'étais censé rencontrer à mon arrivée. C'était un homme plus âgé en uniforme vert avec un visage buriné par le soleil. Il était venu en voiture pour me faire un briefing. Il m'a fait faire le tour du site en m'indiquant les éléments essentiels. La cabane, une version un peu modernisée avec des toilettes chimiques, le réchaud au propane, la radio pour signaler la fumée et, surtout, l'Osborne Firefinder. Nous avons gravi les marches menant à la cabine, un petit espace de vie d'environ 4 mètres sur 4, avec des fenêtres sur tous les côtés. Le garde m'a montré comment remplir le journal quotidien. Il m'a dit que soit je m'habituerais au silence, soit il me rendrait fou. Puis avec un sourire et une poignée de main, il m'a remis les clés, m'a souhaité bonne chance, et est reparti sur la route dans son camion. La vie quotidienne, comme guetteur d'incendie, c'est installé dans un rythme tranquille mais constant. Les matinées commençaient avec un café préparé sur le réchaud au propane, puis je sortais sur la passerelle, jumelle en main, pour balayer le panorama à 360 degrés. À l'ouest, la Columbia Basin. Au sud, les Wallowas s'enneigeaient. Et par temps clair, je pouvais même voir jusqu'en Idaho, vers les Seven Devils, à environ 128 km à l'est. Au fil de la journée, je m'occupais en accomplissant mes tâches et en m'assurant que la cabine et l'équipement étaient en bon état de fonctionnement. Mais à part cela, il n'y avait pas grand-chose. Juste moi, moi-même et moi. Il y avait tout de même de nombreux aspects positifs. La solitude, les couchers de soleil, le plafond d'étoiles la nuit. Mais peu à peu, les difficultés se sont révélées. L'isolement était à la fois un soulagement et un fardeau. Passer des jours sans entendre une autre voix faisait tourner mes pensées en boucle, ce qui donnait parfois l'impression que je prolongeais mon deuil en me coupant de ceux qui pouvaient vraiment comprendre. L'absence d'eau courante signifiait que je devais transporter des bidons depuis ma voiture, et sans électricité, je dépendais d'une lanterne à pile pour des nuits parfois vraiment angoissantes. La météo était une autre inconnue. Des orages pouvaient surgir avec une fureur terrifiante. L'un d'eux a failli déclencher un incendie juste derrière la crête. Et par-dessus tout, la monotonie de scruter les mêmes paysages, heure après heure, finissait par user ma concentration. Pourtant, la simplicité du travail me gardait ancré et m'apportait une grande paix. Du moins jusqu'au jour où j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme l'expérience la plus étrange et la plus terrifiante de toute ma vie. C'était en milieu d'après-midi, un jour très sec et brumeux. J'étais sur la passerelle, jumelle plaquée contre les yeux, scrutant les pentes boisées en contrebas à la recherche du moindre filet de fumée. À ce stade, ces observations faisaient partie de ma routine. Mais en balayant une clairière à environ 3 kilomètres, en contrebas, quelque chose attira mon attention. Une silhouette seule, debout, avançant régulièrement entre les arbres. Au début, je me suis dit que c'était un jeu de lumière. Peut-être un cerf debout sur ses pattes arrière. Oui, ça existe, cherche si tu veux. Mais en suivant la forme à travers les jumelles, je me rendis compte que la démarche était indéniablement humaine. Un randonneur ou un campeur isolé, ce n'était pas impossible, même à 1906 mètres d'altitude. Les gens s'aventurent souvent dans la nature pour 1000 raisons, mais malgré tout, je baissais les jumelles, me frottais les yeux, puis les relevais. La silhouette était toujours là, à peut-être 2,5 kilomètres maintenant, se dirigeant vers le sud-est. Une silhouette sombre se faufilant entre les pins. Sa démarche était lente mais délibérée. D'ordinaire, un randonneur seul n'avait rien d'inquiétant. Mais quelque chose me dérangeait. Je rentrai dans la cabine, attrapai la radio
et après avoir informé le QG des gardes forestiers de la présence du randonneur, je leur demandai de vérifier l'état du secteur. Après une courte pause, la réponse grésilla à la radio. Voici, autant que je m'en souvienne, ce qui a été dit. Ici, la base pour Table Rock, bien reçue. Attention, votre secteur est sous ordre d'évacuation depuis 08 heures ce matin. Risque d'incendie élevé, alerte drapeau rouge en vigueur et, nous avons des foyers actifs à une trentaine de kilomètres au sud-est, en progression avec le vent. Si vous pouvez établir un contact, ordonnez-lui d'évacuer immédiatement. L'accès routier le plus proche est la Forest Road 64, à environ 5 kilomètres de sa position. Terminé. Je leur ai dit que j'avais compris, mais je sentis mon estomac se nouer. Depuis une semaine, les incendies étaient une menace latente, avec les éclairs secs et les vents violents mettant les équipes de pompiers sur les nerfs. Mais là, c'était réel. Et l'idée que quelqu'un puisse randonner là, sans se douter du danger, m'arracha à mon détachement habituel. Je devais le prévenir. Mais comment? Je braquai de nouveau les jumelles vers la silhouette. Elle n'était plus qu'un point, mais toujours visible, avançant entre les pins. Hurler ne servirait à rien, pas avec le vent et la distance. Je n'avais pas de mégaphone. Et même s'il avait une radio, je ne connaissais pas sa fréquence. Je pris le Firefinder, l'alignai sur sa position et notai les coordonnées. Puis je dévalai les marches de la tour jusqu'à ma voiture. J'avais un sifflet et un klaxon à air comprimé dans la boîte à gants pour les urgences. De retour sur la passerelle, je fis retentir 3 coups nets du klaxon, suivi d'un sifflement aigu avec le sifflet. À travers les jumelles, je vis la silhouette s'arrêter. Il avait entendu. Je me mis à agiter les bras frénétiquement, criant dans le vent « Évacuez !» Puis je déclenchai un autre trio de coups de klaxon. Le randonneur hésita, puis changea légèrement de direction, s'orientant vers l'ouest. Ce que j'espérais être la Forest Road 64. Je repris la radio, informai le QG que j'avais réussi à établir un contact sonore et leur transmis le changement de cap du randonneur, mais pour savoir s'il était bien sorti de la zone. J'ai demandé au quartier général s'il pouvait envoyer une patrouille pour l'intercepter. C'était la procédure standard à Umatilla, puisque les guetteurs de feu ne peuvent pas simplement abandonner leur poste à chaque fois qu'ils voient quelque chose d'inhabituel. On m'avait spécifiquement demandé de requérir une patrouille si une situation comme celle-là se présentait. Mais la réponse du QG m'a laissé sans voix. Ils m'ont dit « Négatif Table Rock. Nous ne pouvons pas dépêcher une unité vers la route forestière 64. Pouvez-vous vous rendre à sa position ?» Terminé. C'était facilement l'une des questions les plus lourdes de conséquences qu'on m'ait jamais posées, car il s'agissait soit de rejoindre la position du randonneur pour m'assurer qu'il évacuait, soit de potentiellement condamner un inconnu inconscient du danger à une mort lente et atroce. Les incendies étaient encore à environ 20 miles de là, mais avec une alerte drapeau rouge en cours, la situation pouvait changer très vite. C'était à moi d'assurer l'évacuation de ce randonneur, où je porterais potentiellement sa mort sur ma conscience pour le reste de ma vie. Vu sous cet angle, la décision fut facile à prendre. J'ai attrapé mon sac dans la cabane. Il était déjà rempli d'eau, d'une trousse de premiers secours, d'une carte et d'une radio. Puis j'ai ajouté le klaxon de détresse et mon sifflet. Juste au cas où, j'ai attaché mes jumelles à ma ceinture, enfilé mes chaussures de randonnée, puis griffonné une note rapide, 15h30, quittant le poste pour localiser un individu au sud-est de la position. Ferai un rapport à mon retour. J'ai verrouillé la cabane, jeté un dernier coup d'œil à l'horizon, puis j'ai descendu les marches en contournant ma voiture. La première moitié du trajet, environ un demi-mile, était praticable en véhicule, mais au-delà, je devrais continuer à pied de toute façon, et dans cette situation, le temps comptait. Je me suis donc dirigé plein sud-est à pied, en suivant l'azimut que j'avais enregistré à l'aide du détecteur de feu. La descente était d'abord raide, un plateau menant à une pente de pierres instables qui craquait et glissait sous mes pieds. Quand je le pouvais, je suivais les sentiers d'animaux que j'avais déjà explorés, me faufilant entre les buissons alors que le vent apportait une chaleur sèche qui me picotait la peau. J'ai levé mes jumelles de temps à autre pour scruter l'avant, à la recherche de mouvement, mais la forêt était très dense,
et sans mon point de vue en hauteur. La visibilité était au mieux limitée. Après environ 15 à 20 minutes de marche rapide, je suis arrivé dans un petit vallon où le terrain s'aplanissait en une alternance de prairies ouvertes et de bois touffus. Je me suis dit qu'il était peut-être encore à 1 mile de distance, peut-être moins s'il avait maintenu son rythme. J'ai soufflé 3 coups secs de sifflet, mais aucune réponse. J'ai continué à suivre le vallon vers le sud-est, marchant dans le lit asséché d'un ruisseau parsemé de pierres. Mes bottes s'enfonçaient dans les aiguilles de pin, alors que la sueur perlait sur mon front. Tous les quelques centaines de mètres, je m'arrêtais pour scruter les lignes de crête et les ouvertures dans les arbres, avec les jumelles. À un moment, un cerf-mulet a surgi d'un buisson, ce qui m'a fait beaucoup plus peur que je ne l'aurais admis. Presque comme pour me rassurer, j'ai appelé le QG par radio pour les informer que j'étais en route, mais que je n'avais pas encore établi de contact. Ils ont accusé réception et m'ont exhorté à rester prudent. Alors j'ai continué. Après environ 30 minutes de progression intense à travers les bois, j'ai franchi une faible élévation et aperçu un mouvement furtif à travers un bosquet de pins tordus à environ 300 yards de là. C'était le randonneur. Ça ne pouvait être que lui, une silhouette élancée, portant ce qui semblait être une chemise de chasse camouflage, avançant la tête baissée, comme s'il n'avait aucune idée qu'il marchait droit vers un désastre. J'ai mis mes mains en porte-voix et j'ai crié « Ordre d'évacuation ! Il faut partir d'ici !» Le vent étouffait ma voix, mais il m'a entendu. Il s'est arrêté et s'est tourné un instant, puis a simplement repris sa marche dans la forêt. J'ai juré à voix basse et j'ai commencé à réduire la distance entre nous, trottinant là où le terrain me le permettait, jusqu'à être sûr d'être à portée de voix. « Hé !» ai-je crié à bout de souffle. « Cette zone est en évacuation. Feu de forêt. Il faut aller vers l'ouest, en direction de la route forestière 64 maintenant. » J'étais à environ 50 yards de lui à ce moment-là. Encore une fois, il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. Je m'attendais à un randonneur, un campeur, quelqu'un d'ordinaire. Mais ce que j'ai vu a griffé les bords de ma santé mentale. Et même aujourd'hui, je ne sais honnêtement pas si c'était réel. Ou si la combinaison du deuil et de l'isolement avait finalement brisé quelque chose en moi. L'homme ne ressemblait pas à un randonneur. En fait, il avait l'air très très malade. Ma mâchoire s'est décrochée, mes yeux se sont agrandis d'horreur. L'homme était torse nu. La raison pour laquelle j'avais cru qu'il portait un camouflage, c'était parce que sa peau était couverte de croûtes épaisses, de cloques luisantes, enflées, suintant un pus verdâtre et jaunâtre. Son torse se soulevait de façon irrégulière à chaque respiration. Ses plaies pulsaient à mesure que sa poitrine montait et descendait. Et pendant que je le fixais, tout ce que je pouvais faire, c'était rester figé sur place. Est-ce que mon esprit me jouait des tours? Est-ce que le deuil, la solitude et les heures interminables à contempler, l'horizon figé, avaient fini par user ma raison? Ou bien, est-ce que cette vision cauchemardesque, là devant moi, était vraiment réelle? Je me souviens lui avoir demandé s'il avait besoin d'aide médicale. Premier secours avec moi. Mais ce dont je me souviens surtout de cet échange, c'est d'avoir entendu ma propre voix se briser sous l'effet de la peur. J'étais à 2 doigts d'être submergé par le choc et la confusion. Mais l'homme n'a pas bronché. Il est simplement resté là, dos à moi, la tête légèrement inclinée, comme s'il m'écoutait. Et comme il ne disait rien, j'ai senti une sueur froide se former sur ma nuque. Je me souviens avoir murmuré « Est-ce que c'est réel ?» Mais les détails étaient trop nets, trop vifs pour que ce soit une hallucination. Si c'en était une, alors je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait paraître aussi lucide. Je me sentais prise dans une combinaison étrange de terreur et de confusion. Et puis l'homme s'est retourné. La peau de son visage, de son torse et de son crâne chauve était identique à celle de son dos recouverte de cloques, de croûtes épaisses qui avaient de l'air terriblement douloureuses. Il m'a alors regardé et a esquissé un sourire. Ce sourire n'était pas menaçant, mais profondément dérangeant. Même à une distance de 15 à 20 pieds, je pouvais voir qu'il lui manquait toutes les dents. Et pourtant, malgré la terreur qui me remontait le long de la colonne vertébrale, malgré le dégoût au creux de mon ventre,
Malgré ma conviction que j'étais en train de vivre une crise de démence aiguë, tout ce que je ressentais, c'était une sorte de paix, comme si je vivais une expérience hors du corps. Je savais que ce qui se passait était anormal. Je savais que je devais avoir peur. Mais tout ce que je sentais monter dans ma poitrine, c'était une joie lumineuse et bouillonnante, comme si j'avais soudain compris que, peu importe ce qui allait se passer dans ma vie, tout irait bien. Je me suis senti sourire, et au même moment, le sourire de l'homme s'est élargi. Puis il a laissé échapper un petit rire bref mais indéniable. Soudain, j'ai eu envie de rire aussi, de me plier en deux et de m'esclaffer, même si mon esprit me hurlait de ne surtout pas le faire. C'était comme si j'avais perdu tout contrôle de moi-même. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir. Tandis que je fixais les petits yeux noirs de cet homme, j'étais convaincu d'avoir perdu la raison. Et les pensées qui défilaient dans ma tête à ce moment-là, c'étaient les dernières pensées saines que j'aurais jamais. Et puis, au moment où je croyais que les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, elles l'ont fait. L'homme couvert de cloques a ouvert la bouche, et un murmure en est sorti, trop faible pour être compris, à peine un souffle emporté par le vent. Mais alors, d'une façon que je ne m'explique toujours pas, ces mots sont sortis de ma bouche. Rentre à la maison. Nous l'avons dit ensemble. Les mots n'étaient pas les miens. Je ne les avais pas pensés. Je ne les avais pas voulus. Mais je les ai dit. Et avant même que je puisse vraiment réfléchir à ce qui venait de se passer, j'étais déjà en train de me retourner et de marcher, dans la direction de la tour de guet, sans jamais jeter un seul regard en arrière vers cet homme. Je ne voulais pas le laisser là. Je ne voulais pas arrêter de fixer cette impossibilité. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de m'éloigner. Et je ne le voulais même pas. Ma tête tournait tout le long du chemin du retour. Hallucination ou non, ce que j'avais vu avait semblé bien trop réel. Et comme je n'avais jamais rien vécu de tel, j'étais terrifié. C'est difficile à expliquer. Mais cette étrange sensation de joie involontaire semblait encore flotter en moi. Et je n'ai vraiment retrouvé le contrôle de moi-même que lorsque j'ai gravi les marches de la tour, ma main tremblante pendant que je verrouillais la porte de la cabine. À travers les fenêtres, j'ai scruté la forêt, m'attendant presque à voir l'homme couvert de cloques monter les marches derrière moi, mais il n'y avait rien d'autre que les arbres. J'ai attrapé la radio, mon pouce flottant au-dessus du bouton, alors que je me demandais si cet homme avait réellement été là, ou si j'avais murmuré « rentre à la maison » à personne d'autre qu'à moi-même. Après cette rencontre, ou quoi que ce fût, je n'ai pas pu me débarrasser de ce malaise qui s'est abattu sur moi. Pendant presque 2 mois, la cabane avait été mon refuge, ma maison. Mais après les événements de ce jour-là, je me suis senti piégé. J'ai passé la nuit éveillé, sursautant au moindre craquement de bois, jetant des coups d'œil par les fenêtres dans l'obscurité, à moitié convaincu que j'allais voir cet homme, couvert de cloques, monter les marches. Et au matin, la forêt était immobile. Mais je ne pouvais plus faire confiance à ce que je voyais. Et si je ne pouvais pas faire confiance à moi-même, alors je savais que je devais partir. J'ai attrapé la radio en essayant de me stabiliser pendant que j'appuyais sur le bouton de transmission. Puis je leur ai simplement dit la vérité. Je leur ai dit que, pour des raisons de santé mentale, je n'étais plus en état de poursuivre la saison. Quand ils ont demandé plus de précision, je leur ai dit que je pensais avoir eu des hallucinations. Il y a eu un silence assez long pour que je me demande si le signal avait été coupé. Puis le superviseur des Rangers a pris la ligne et m'a demandé ce que je voulais dire par « voir des choses ». Et encore une fois, j'ai été honnête à 100%. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé avec l'homme couvert de cloques, que cette expérience m'avait profondément secoué et que je croyais devoir chercher de l'aide dès que possible. Il y a eu une autre pause. Puis j'ai entendu la voix du superviseur s'adoucir à travers les grésillements de la radio. Il m'a dit qu'il prenait ce genre de choses très au sérieux. Le seul problème, c'est qu'ils étaient en sous-effectif et qu'ils ne pouvaient pas me remplacer immédiatement. Le superviseur m'a demandé si je pouvais tenir encore 24 heures, le temps de trouver un autre garde. Quand j'ai dit oui, il m'a dit de tenir bon. Puis il a mis fin à la transmission. J'ai essayé de suivre la routine une dernière journée, scruter l'horizon, noter la météo,
boire de l'eau pour rester alerte, mais chaque ombre entre les arbres faisait grimper mon rythme cardiaque. Le quartier général me contactait de temps en temps, alors je gardais la radio près de moi. Mais cette nuit-là, j'ai évité la passerelle, par peur de ce que je pourrais voir en contrebas. Le sommeil est venu par vagues, entrecoupé de rêves étranges qui me réveillaient en sursaut. Et puis, au tout début de la matinée, l'appel est arrivé. Table Rock, ici le quartier général des Rangers. On a trouvé un remplaçant. Il sera là ce matin. Vous pouvez partir une fois la relève effectuée. Terminé. Le soulagement m'a envahi comme une vague, même s'il était teinté d'un malaise persistant. Si ce que j'avais vécu était bien une hallucination, alors en subir une autre sur le chemin du retour pourrait m'être fatal. Voir quelque chose sur l'autoroute, faire une embardée pour éviter une illusion. Et ce serait peut-être la fin. Cette pensée me hantait encore quelques heures plus tard, quand j'ai aperçu au loin un camion du service forestier, soulevant de la poussière sur la route. Ma remplaçante était une garde d'une quarantaine d'années, très professionnelle, avec un clipboard et un petit hochement de tête. Je lui ai fait visiter la cabane. Puis, au moment de lui remettre les clés, j'ai senti mes mains trembler. La rangée m'a demandé si j'allais bien. J'ai simplement répondu que j'avais traversé une période difficile. Elle n'a pas insisté. Une fois la relève terminée, j'ai pris mon sac, jeté un dernier regard à la tour, puis je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en partant. Je voulais juste partir. Environ une semaine plus tard, j'étais assise dans le cabinet d'un psychiatre, fixant la moquette beige, les mains crispées sur mes genoux, répétant mentalement ce que j'allais dire. Et puis, quand ce fut le moment, j'ai tout raconté au docteur. La mort de ma mère, ce que j'avais vu dans les bois, elle m'a écouté en prenant des notes sur son bloc. Puis, après avoir confirmé que j'étais sobre durant tout mon séjour à la tour, elle m'a expliqué que ce que j'avais vécu ressemblait fortement à une hallucination induite par le stress, ce qui, apparemment, est assez fréquent après une perte soudaine. Elle m'a dit que mon cerveau avait simplement disjoncté, transformant la tristesse et la culpabilité en quelque chose de visuel. Elle m'a ensuite demandé si je me reprochais la mort de ma mère. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, et ça me rongeait. Vers la fin du rendez-vous, la docteure m'a proposé un traitement léger, quelque chose pour l'anxiété et le sommeil, ainsi qu'une thérapie pour traiter le deuil. Au fil des semaines, j'ai commencé à me sentir un peu mieux, mais je ne me suis jamais vraiment senti mieux par rapport à la perte soudaine de ma mère. Et malgré les médicaments et les séances de thérapie, ce que j'avais vu dans ces bois ne me semblait pas moins réel. Je l'ai dit au psychiatre lors du rendez-vous suivant. Il m'a répondu que mon esprit s'accrochait au traumatisme. Je n'étais pas allé à beaucoup de séances, alors il a insisté, affirmant que parler pourrait m'aider à lâcher prise. J'ai hoché la tête. Mais mentalement, je ne m'y suis pas engagé. Logiquement, ça avait du sens. Deuil plus stress égale bug cérébral. Mais une partie de moi n'y croyait pas. Mes souvenirs de cet homme et ce que j'avais ressenti, en sa présence ne me semblaient ni flous, ni confus, ni déconnectés. Et même toutes ces années plus tard, je me souviens encore de lui, comme si c'était hier. Je suis garde forestier depuis 8 ans maintenant, et depuis 5 étés, je suis affecté à une tour de guet dans le nord-ouest du Pacifique. La plupart des gens du quartier général m'appellent le solitaire, avec un petit rire bon enfant. Je suis un homme célibataire, je l'ai toujours été, et je crois que je le resterai. Il y a une certaine liberté dans cela, une sorte de simplicité que j'ai appris à apprécier. Les étés dans ma tour sont les moments où je me sens le plus en paix, entouré par l'infinité des pins et des sapins qui s'étendent à perte de vue. La tour est ma plateforme de bois patiné par le temps, perché sur une crête rocheuse, avec un balcon qui fait le tour et des fenêtres offrant une vue complète sur la forêt environnante. Là-haut, je suis seul avec ma pile de vieux romans cornés, une cafetière cabossée et le doux crépitement de la radio. La solitude ne me dérange pas. À bien des égards, je l'aime. On ne trouve pas une paix comme celle-là ailleurs. La façon dont le vent murmure entre les arbres, la manière dont le soleil peint le ciel d'orange et de violet au coucher. C'est tranquille, presque sacré, et là-bas, je ne suis pas juste un observateur. Je fais partie de la nature, et ça fait vraiment de vous un poète, là-haut,
avec pour seule compagnie vos pensées. Mais un été, il y a quelques années, quelque chose m'a profondément bouleversé. Un incident que je porterai avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Tout avait commencé comme chaque saison, au début du mois de juin. J'ai grimpé le sentier sinueux jusqu'à la tour avec mon équipement. Des conserves, quelques chemises propres, mon fusil et un journal dans lequel je griffonne de temps en temps quand l'inspiration me prend. La forêt était vivante, des mésanges sautaient de branche en branche, les écureuils s'agitaient et on entendait parfois le bruit sourd d'une pomme de pin tombant au sol. Je me suis installé dans ma routine, passé mes matinées à scruter l'horizon, à la recherche de fumée, noter les vitesses du vent et les températures pour le rapport quotidien. Et pendant les premières semaines, c'était le paradis, comme toujours. Puis, environ un mois après, quelque chose a changé. Je ne pouvais pas vraiment l'identifier au début. C'était plus une sensation qu'autre chose de concret. J'étais sur la terrasse, en train de siroter mon café, quand soudain les poils de ma nuque se sont hérissés. La forêt était devenue silencieuse, de façon presque surnaturelle. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles. Juste cette sorte d'immobilité étrange. J'ai passé assez de temps dans la nature pour savoir que la forêt a ses humeurs. Mais là, c'était complètement différent. J'ai commencé à penser qu'il pouvait y avoir un puma dans les environs, ou peut-être leur fantôme, silencieux, solitaire et presque invisible, jusqu'à ce qu'ils veuillent que vous les voyiez. J'avais trouvé des signes d'un spécimen pas très loin de la tour, environ une semaine plus tôt, un tas de crottes et des marques de griffes profondément incrustées dans le tronc d'un cèdre. Alors, chaque fois que je quittais la tour, que ce soit pour vérifier le pluviomètre ou pour aller chercher de l'eau à la rivière, je passais ma vieille Winchester à verrou sur l'épaule. Rien de sophistiqué, mais elle était fiable. Mais cette sensation de malaise s'est prolongée pendant plusieurs semaines. Je me réveillais en pleine nuit, persuadé d'avoir entendu quelque chose. Peut-être une branche, craquant ou un grondement sourd. Mais quand je prenais ma lampe torche et balayais la clairière en dessous, il n'y avait rien. J'ai commencé à vérifier 2 fois la serrure de la porte de la tour. Quelque chose que je ne faisais jamais avant. Et pendant la journée, j'inspectais les lignes de crête avec mes jumelles à la recherche du moindre mouvement. Mais encore une fois, rien. Juste des arbres qui se balançaient dans le vent et de temps en temps un faucon planant dans le ciel. Mes nerfs étaient à vif. Mais je me disais que c'était juste l'isolement qui me jouait des tours. Quand on passe assez de temps seul là-bas, l'esprit peut commencer à vous tromper, croyez-moi. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose était là, quelque chose qui m'observait. Puis, aussi mystérieusement que c'était venu, tout s'est arrêté. Les oiseaux sont revenus, leurs chants remplissaient à nouveau l'air, et un matin, une famille de cerfs a traversé la clairière, broutant l'herbe sans la moindre peur. La forêt semblait à nouveau vivante. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de me détendre. J'ai même ri de moi-même, à sauter à cause de simples ombres, effrayé par ma propre imagination. Je portais encore le fusil, mais cela ressemblait plus à une habitude qu'à une nécessité. Tout semblait revenu à la normale. Puis, un après-midi de la fin du mois d'août, je suis descendu jusqu'à une rivière à environ un demi-mile de la tour pour vérifier le niveau de l'eau. C'était un endroit paisible, où l'eau serpente entre les rochers couverts de mousse, sous l'ombre des pins environnants. J'étais accroupi sur la rive, en train de griffonner une note dans mon carnet, quand j'ai remarqué que mon lacet s'était défait. La dernière chose que je voulais, c'était trébucher pendant le retour. Alors, j'ai posé mon fusil contre une pierre et me suis penché pour le refaire. J'étais encore en train de manipuler le lacet quand je l'ai entendu. Un bruit sec et soudain, un craque brutal. Quelque chose venait de frapper l'arbre, derrière moi avec une force énorme. Je me suis retourné, et il était là, une flèche profondément enfoncée dans l'écorce. Elle avait manqué ma tête de quelques centimètres. La panique m'a frappé comme un train lancé à toute vitesse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi par pur instinct. J'ai attrapé mon fusil et j'ai couru, mes bottes frappant la terre. Les branches me griffant les bras pendant que je me frayais un chemin à travers les broussailles, aussi vite que mes jambes le permettaient. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles.
Mais je n'ai même pas pensé à ralentir avant d'être de retour à la tour. Je me souviens être monté 4 à 4 les marches, puis avoir claqué la porte derrière moi avant de tourner la clé. Mes mains tremblaient encore alors que je prenais position près de la fenêtre ouest. Regardant la lisière de la forêt, le fusil prêt. La forêt semblait calme et immobile, mais je ne me suis pas laissé berner. Quelqu'un venait d'essayer de me tuer. J'ai attrapé la radio, j'ai failli la faire tomber. Et j'ai appuyé sur le micro. « Poste de surveillance numéro 7 à la base », ai-je dit, effrayé par la panique dans ma propre voix. Quelqu'un vient d'essayer de me tirer dessus avec une flèche. Il est encore là dehors. J'ai besoin de renfort, immédiatement. Je me souviens que la voix d'un ranger est revenue quelques secondes plus tard, calme mais très sérieuse. « Reçu, poste de surveillance numéro 7. Tenez bon, on envoie une équipe vers vous. » Je suis resté près de la fenêtre, le fusil en main, les yeux scrutant les arbres. Chaque ombre semblait cacher un danger. Chaque bruit sourd ressemblait à un pas. Il a fallu 1 heure entière pour que les renforts arrivent. Mais quand ils sont enfin venus, 3 rangers armés ont sauté d'une jeep poussiéreuse, scrutant les alentours pendant qu'ils s'avançaient. Je les ai retrouvés au pied de la tour et je les ai conduits jusqu'à la rivière. Mes jambes tremblaient encore de ma course folle pour revenir à la tour. Et je peux dire, sans hésiter, que cette marche vers la rivière a été l'une des expériences les plus terrifiantes et déroutantes de toute ma vie. Quelqu'un m'avait traqué et avait failli me tuer. Mais pendant cette descente, c'était nous qui le traquions. Pas un animal, une personne. Quand nous sommes arrivés à la rivière, la flèche était toujours là, plantée dans l'arbre. Un silence pesant s'est installé, et nous nous sommes dispersés pour fouiller les environs, à la recherche d'empreintes, de branches cassées, de quoi que ce soit qui puisse nous dire qui avait été là ou d'où le tir avait été lancé. Mais nous n'avons rien trouvé. Le sol était recouvert d'une épaisse couche d'aiguilles de pin, trop souple pour retenir une trace de pas. Et le tireur n'avait laissé aucun indice. L'un des rangers a arraché la flèche et l'a examinée. Elle semblait faite à la main, mais la question de savoir qui l'avait fabriquée restait un mystère. Quelqu'un a suggéré qu'il pouvait s'agir d'un braconnier ou peut-être d'un type qui détestait le gouvernement fédéral, pour une raison ou une autre, mais même en le disant, ils n'y croyaient pas vraiment. Ils sont restés avec moi pendant 2 jours, se relayant sur la terrasse, fusils en main. Mais il ne s'est rien passé. Plus de flèches, aucun signe de vie, à part les créatures habituelles de la forêt. Et celui qui avait tiré sur moi avait disparu, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Le reste de l'été a traîné, sans événement, mais tendu. Je passais la plupart des nuits assis, le fusil sur les genoux, fixant l'obscurité, attendant quelque chose qui ne venait jamais. La forêt que j'aimais semblait différente, comme si elle cachait des secrets que je ne découvrirais jamais. J'ai terminé la saison, rangé mon matériel et quitté les lieux, alors que les premières pluies commençaient à tomber. Toute cette histoire ne me hante pas vraiment. Mais même aujourd'hui, des années plus tard, je peux encore entendre cette flèche se planter dans l'arbre. Et je me souviens de la terreur glaciale qui m'a envahi dans les secondes qui ont suivi. Je travaille encore dans les tours. J'aime toujours la nature sauvage. Mais il y a une partie de moi qui regarde toujours par-dessus son épaule, se demandant qui était là cet été-là et pourquoi il a essayé de mettre fin à ma vie. J'étais garde forestier depuis environ 6 ans quand tout est arrivé avec Ted. C'était l'été 1997. Et j'étais encore assez inexpérimenté comparé à lui. Ted, c'était le type que tout le monde admirait. 30 ans de service. Solide comme un roc. Le genre d'homme qui pouvait fixer un grizzly dans les yeux sans même cligner. Il avait une 50aine bien entamée à l'époque. Maigre mais costaud. Avec une barbe grisonnante et une voix qui captait naturellement l'attention. On le respectait tous. Pas seulement parce qu'il était là depuis toujours, mais parce qu'il avait ce don de vous faire croire qu'il contrôlait tout. Ted, c'était comme un oncle pour nous. Bourru mais chaleureux, toujours prêt à raconter une histoire ou à donner un bon conseil. Et bon sang, il adorait les postes d'observation. Chaque été, il se portait volontaire pour surveiller l'une des tours, passant des semaines seul, avec pour seule compagnie la forêt et une radio. Il disait que c'était le seul endroit où il pouvait vraiment réfléchir. Cette année-là,
Il était parti dans la tour située dans le coin nord-ouest de notre parc national, un endroit appelé Hatcher Point. C'était isolé, environ 2 heures de route depuis la station des Rangers, dont la majorité sur des chemins de terre, sinueux qui devenaient boueux dès qu'il pleuvait. La tour elle-même était ce qu'on appelle trapue, une vieille structure en bois, perchée sur un éperon rocheux. J'y suis allé 1 ou 2 fois, et c'était si paisible qu'on en oubliait presque que le reste du monde existait. Ted était là-bas depuis environ 3 semaines à la mi-juillet, vérifiant avec la station tous les jours comme une horloge. Sa voix résonnait à la radio chaque matin. Hatcher Point. Tout est calme, le temps se maintient. C'était exactement le style de Ted. Direct, concis, fiable. Mais alors, le 21 juillet, tout a changé. C'était en fin d'après-midi quand son appel est arrivé. J'étais à la station avec quelques autres rangers, en train de trier des cartes et de boire un café affreux, quand la radio s'est soudainement animée. Une fraction de seconde plus tard, la voix de Ted a traversé les grésillements, aigus, paniqués, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Ici Hatcher Point », a-t-il dit. « J'ai un feu qui arrive rapidement depuis le sud-ouest. Le vent se lève. Je vais peut-être devoir évacuer. Il y a eu une pause, puis plus bas. Il avance trop vite. Je dois bouger. » Et après cela, la transmission s'est arrêtée net. Nous avons aussitôt réagi. Un feu si proche de Hatcher Point, ce n'était pas quelque chose que nous avions vu venir. Il n'y avait eu aucun éclair signalé, et aucun signe de fumée à l'horizon ce matin-là. Mais Ted n'était pas du genre à paniquer pour rien. En moins d'1 heure, nous avions une équipe mobilisée, et je faisais partie du groupe envoyé sur le terrain pour reconnaître la zone pendant que les hélicoptères survolaient les lieux. À la tombée de la nuit, on pouvait voir la lueur des flammes dévorer la forêt. C'était un feu violent. Les conditions sèches et un vent soutenu l'avaient transformé en véritable monstre. Le feu a traversé la crête près de Hatcher Point, engloutissant les arbres et crachant des colonnes de fumée qui obscurcissaient le ciel. On pensait que Ted s'en était sorti. Il connaissait ces bois mieux que quiconque, et il avait sûrement pris la route d'accès pour revenir à la station. Le feu a brûlé pendant 2 jours avant que nous ne réussissions à le maîtriser. Puis, quand il s'est enfin calmé, la zone autour de Hatcher Point n'était plus qu'un amas de cendres fumantes. Il y avait des hectares de souches noircies, de la cendre partout, et le sol était encore tiède. Mais la tour elle-même avait disparu, réduite à un simple tas de poutres calcinées. Le pick-up de Ted était toujours garé au début du sentier, ce qui ne collait pas. Il aurait dû repartir avec, ou au moins laisser une note. Mais il n'y avait aucun signe de lui. On s'est dit qu'il avait peut-être quitté la zone à pied, qu'il s'était perdu dans la confusion. Il aurait dû revenir à la station quelques heures après son appel. Mais quand une journée entière est passée sans aucune nouvelle, le chef des Rangers a lancé une opération de recherche et sauvetage. Je faisais partie de l'équipe qui est partie à sa recherche. Nous étions 8 plus 2 chiens, et nous nous sommes dispersés depuis le point de départ du sentier, soulevant des nuages de cendres qui collaient à nos bottes et à nos pantalons. Nous avons crié le nom de Ted, nos voix résonnant dans cette vallée morte. Mais à part le craquement occasionnel d'une branche s'effondrant sous son propre poids, la forêt restait silencieuse. Je me souviens avoir pensé à quel point tout cela semblait sinistre, des kilomètres de dévastation. Aucun oiseau, aucun vent, juste ce sentiment écrasant de mort qui pesait sur nous. Nous l'avons trouvé tard dans l'après-midi. Presque par accident, l'un des chiens s'est mis à aboyer, tirant son maître vers un ravin étroit à environ 1 mille de l'endroit où se trouvait la tour. J'étais assez proche pour entendre le type crier, et je me souviens avoir couru, le cœur battant à tout rompre, priant pour que le pire ne se confirme pas. Ted était là, en bas, étendu parmi les rochers et les arbres tombés. Il était vivant, mais à peine. Ses 2 jambes étaient pliées à des angles impossibles, les os brisés net. Son visage était couvert de suie, et ses yeux étaient grands ouverts, et bougeant dans tous les sens, comme s'il cherchait encore une menace. Il ne semblait pas nous reconnaître au début. Il marmonnait sans arrêt dans sa barbe, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait exactement. On a réussi à descendre une civière jusqu'à lui et à le hisser vers le haut. Mais c'est là qu'il a commencé à vomir. C'était épais, noir,
Ça jaillissait par saccades et éclaboussait le sol comme de l'huile de moteur. L'odeur était âcre et amère, un mélange de viande brûlée et de produits chimiques. C'était si insupportable que j'ai dû détourner la tête. On a appelé un médecin par radio, et au moment où l'hélicoptère s'est posé, Ted entrait et sortait de conscience, sa respiration devenant de plus en plus faible. Ils l'ont emmené vers l'hôpital le plus proche, et je ne l'ai pas revu avant quelques jours plus tard, quand le chef des Rangers m'a demandé de l'accompagner pour aller lui parler. Ted était allongé dans un lit en soins intensifs, perfusé, et avait l'air d'avoir pris 10 ans en une semaine. Ses jambes étaient dans des plâtres, et sa peau avait encore cette teinte grisâtre, comme si la vie n'était pas encore tout à fait revenue en lui. Notre chef, Bill, s'est assis à côté de lui, et, après quelques banalités, il lui a demandé ce qui s'était passé. La voix de Ted était faible, mais il n'a pas hésité. Et même si ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit, c'était bien l'essence de ses paroles. J'ai vu quelque chose. Là-bas, a-t-il dit. Il fixait le plafond en parlant. Après l'incendie, je suis retourné voir la tour, voir ce qu'il en restait. Le sol fumait encore. Il y avait de la cendre partout. Et puis je l'ai vu. C'était grand mais maigre, comme un ours malade affamé. Sa peau était noire, brûlée, pendante, comme si on l'avait fait cuire. Il mangeait la cendre. Il la ramassait avec ses pattes et l'enfourrait dans sa bouche. Bill a bougé sur sa chaise, et j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Mais Ted a continué. Je ne pouvais pas bouger au début. Je suis resté là, à regarder, puis il a tourné la tête et je vous jure, il m'a regardé. Pas d'yeux, juste des trous, mais je l'ai senti me voir et j'ai couru. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas regardé en arrière. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que je tombais. Mes jambes avaient disparu sous moi. Et après ça, je me rappelle plus de grand-chose. Bill n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête et dit à Ted de se reposer. Mais je pouvais voir qu'il était secoué. Ted n'était pas du genre à inventer des histoires. Il ne buvait pas, ne touchait pas aux drogues, et il n'aimait même pas raconter des récits exagérés autour du feu. Et puis, il y avait cette substance noire qu'il avait vomie. Quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins lui ont lavé l'estomac, et ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Des morceaux d'écorce brûlée, à moitié digérés, mélangés à une quantité presque toxique de cendre de bois. Ils ont dit que c'était comme s'il l'avait mangé, mais sans pouvoir expliquer pourquoi. Ted n'a pas donné d'explication non plus. Il a juste secoué la tête quand on lui a posé la question, comme s'il n'arrivait pas à trouver les mots. Il est resté à l'hôpital plusieurs semaines, juste assez longtemps pour que ses jambes commencent à guérir. Et quand il est sorti, il a dit à Bill qu'il en avait fini. 30 ans de service. Il prenait sa retraite. Immédiatement. On lui a organisé une petite fête à la station cet automne-là. Rien d'extraordinaire. Quelques burgers, de la bière, un gâteau avec bon vent Ted, écrit en glaçage bleu. Je me souviens qu'il est arrivé en chemise à carreaux et en jean, appuyé sur des béquilles, souriant, riant avec tout le monde comme au bon vieux temps. Il a même fait un petit discours pour nous remercier des bons moments et dire qu'il avait hâte d'aller pêcher et de retaper sa vieille cabane en bois. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Je l'ai remarqué quand il a regardé par la fenêtre, en direction des arbres, au-delà du parking. Son sourire ne touchait pas ses yeux, et ses mains serraient les béquilles, si fort que ses jointures étaient devenues blanches. On aurait dit qu'il attendait que quelque chose sorte de cette forêt. Je lui ai demandé, quelques mois plus tard, quand je l'ai croisé en ville, s'il allait bien. Il a répondu que oui, mais sa voix était plate, et il ne m'a pas regardé en le disant. Ted a emménagé dans sa cabane, à environ 1 heure de la limite de la forêt. Il vivait seul. J'ai entendu dire qu'il allait encore pêcher parfois, mais il n'est jamais revenu visiter la station. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 1999, à l'épicerie. Il était plus mince, sa barbe toute blanche, et il marchait lentement, comme si chaque pas lui faisait mal. Pas seulement aux jambes, on a parlé 1 minute, il avait l'air assez joyeux. Il m'a demandé des nouvelles de l'équipe, m'a dit qu'il avait pêché une grosse truite la semaine précédente. Mais quand j'ai mentionné Hatcher Point, en passant, son visage a changé, sa mâchoire s'est crispée. Il a regardé au loin par la fenêtre du magasin vers les montagnes,
Et puis, d'une voix si basse que j'ai failli ne pas l'entendre, il m'a dit « N'y retourne pas ». Puis il s'est tourné et il est parti en boitant dans l'allée. Je n'ai jamais su ce qu'il avait vraiment vu ce jour-là. Peut-être que c'était le feu, la fumée, la douleur qui l'avait fait délirer. Peut-être qu'il avait mangé cette cendre dans un élan de survie, un instinct déréglé. Les médecins n'ont jamais trouvé d'explication convaincante pour ça. Mais moi, je connais Ted. Ou plutôt, je le connaissais. Et je n'ai jamais pu me défaire de ce sentiment que ce qu'il avait croisé là-bas, ce n'était pas dans sa tête. Quelque chose l'avait suivi depuis ce ravin. Quelque chose qu'il n'avait pas pu laisser derrière lui. Peu importe la distance qu'il mettait entre lui et la forêt. Et je crois que ça l'a hanté jusqu'au jour de sa mort. Merci d'avoir écouté, les amis. Activez la cloche pour ne manquer aucune narration à venir. Merci du fond du cœur et souvenez-vous, cette séance était une thérapie enrichissante.